Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La protection de l'enfance, ses dérives, ses engagements, ses manquements et ses drames ont été au cœur d'une grande commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Sa rapporteure, la députée Isabelle Santiago, sera notre invitée en première partie de notre émission. Votre enfant ou votre élève n'a pas trouvé son stage de seconde. Ce n'est pas forcément une fatalité. On vous présente un projet pour partir à la découverte des métiers. Même dans ces cas-là, on en parlera en seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Emma Ferré nous emmène en Croatie où les grands-parents sont rémunérés pour garder leurs petits-enfants. Mais tout de suite, place à l'actu avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec la situation internationale alors qu'un cessez-le-feu à l'initiative des États-Unis semblait se dessiner ce matin. La situation des 2 Français emprisonnés à Evin en Iran interpelle toujours. Oui, la joie d'un Donald Trump ce matin, faiseur de paix selon ses termes, qui est encore fébrile finalement sur la scène internationale après la violation du cessez-le-feu ce midi et les bombardements notamment sur la prison d'Evin où sont incarcérés l'enseignante Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris. Alors interrogé sur le sort des otages français, Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay, tente de rassurer. Bien évidemment, leur situation était déjà très inquiétante avant les frappes israéliennes. Il est bien évident qu'aujourd'hui, avec des frappes israéliennes qui visent notamment cette prison d'Evin, l'inquiétude est remontée d'un cran pour la France et la situation est suivie de très près. Le ministre, comme il l'indique, a eu des contacts avec son homologue. Donc effectivement, il n'aurait pas été touché par ces frappes. Mais ça rend en tout cas la nécessité de leur libération encore plus prégnante aujourd'hui. J'entends ce que vous dites, ils n'auraient pas été touchés, vous parlez au conditionnel, on ne sait pas en fait s'ils ont été blessés ou non. Il va falloir que, et c'est ce que demande le ministre, et c'est ce qu'il a demandé à son homologue, c'est que nous puissions réaliser ce qu'on appelle une visite consulaire, à savoir qu'il faut qu'un agent de l'ambassade puisse entrer en contact directement avec eux pour s'assurer de leur état de manière générale. Cette visite est une obligation du droit international à laquelle l'Iran n'a jamais accédé depuis 3 ans. Voir si possible un cessez-le-feu peut-être jouera à la faveur des otages français. Retour en France sous l'expérimentation du plan couteau, c'est comme ça qu'on l'appelle pour lutter contre la violence des jeunes. Eh bien, il fait son premier bilan. Oui, annoncé et mis en place par Elisabeth Borne il y a quelques mois, les agents du terrain sont chargés de contrôler les mineurs dans le cadre de ce plan sécuritaire. Alors que le signalement pour port d'armes blanches a bondi de 15% dans les établissements scolaires, la préfecture de police, notamment à Paris, continue de fouiller à la recherche de ces armes. Alors 6500 couteaux saisis l'an dernier en région parisienne et 85% des détenteurs interpellés suite à une rixe étaient des mineurs. Souvent, les jeunes n'arrivent même pas à s'expliquer. C'est un effet de bande assez souvent. Ils sont pris par le jeu et eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils sont porteurs d'un couteau. C'est un effet de mode chez les jeunes, ils ont tout ça maintenant. Port d'armes, non? Non, rien du tout. Il n'y a pas eu de bagarre récemment? Non. On fait des patrouilles préventives, on a souvent des informations qui proviennent des encadrants, des groupements scolaires, qui nous préviennent qu'eux ont constaté une tension ou des gens qui attendent devant l'établissement ou quoi que ce soit. Et nous, du coup, on va accentuer les patrouilles sur ça pour éviter justement tout affrontement. Notre travail aujourd'hui, c'est d'anticiper, de nous montrer, d'être visible, qu'on montre aussi aux parents qu'on est là aussi pour leurs enfants, qu'on montre qu'on est devant les écoles, qu'on est là près des transports en commun, de se faire voir, de montrer aux professeurs qu'ils ne sont pas seuls également. Le but est d'avoir 0 victime et retirer ces armes blanches en fait de la voie publique. Des policiers de la brigade territoriale de contact de la préfecture de police de Paris au micro de Laurent Kramer sur France Inter. La police, il en est aussi question dans le dernier rapport de la défenseur des droits et le regard porté sur les forces de l'ordre. Oui, Claire Hédon a dévoilé ce matin ses conclusions à ce sujet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les rapports des Français avec les forces de l'ordre ne sont pas au beau fixe. L'idée est de retrouver comment améliorer ces relations et les réclamations sont pour le moment trop nombreuses. Un rapport de confiance donc encore compliqué. Alors les contrôles d'identité, les dépôts de plainte et les refus d'obtempérer sont notamment analysés. Plus de 5000 personnes interrogées et le constat est sans appel pour certaines catégories de la population. Ce qui est effectivement frappant, c'est que les jeunes hommes, alors d'abord les jeunes sont plus contrôlés, les hommes sont 2 fois plus contrôlés que les femmes, et après les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes, effectivement sont 4 fois plus contrôlés, et surtout 12 fois plus de contrôles fouillés, poussés, c'est-à-dire des fouilles, des palpations, des conduites au poste, des injonctions à quitter les lieux. Et 2 fois plus aussi confrontés à des comportements inappropriés, non conformes aux règles de déontologie. C'est quoi des comportements inappropriés, ça par exemple? peut être du tutoiement,
harcèlement, ça peut aller pour des choses plus graves, hein, des insultes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les personnes qui se déclarent non hétérosexuelles se plaignent aussi de plus de comportements inappropriés, 50% de plus que le reste de la population. Voilà. Donc ça ne concerne pas que les hommes perçus comme noirs ou arabes, mais donc il y a une difficulté d'interaction au moment de ces contrôles d'identité. Et le point important, c'est que si le contrôle d'identité s'est bien passé, la confiance dans la police est importante, dans la police et la gendarmerie, et inversement, sur les populations qui se plaignent de comportements inappropriés, non déontologiques, il y a une moindre confiance. Ce qui semble logique. Oui, mais donc c'est très intéressant, et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Voilà des pistes de travail pour la défenseure des droits et une étude et des constats pointés, alors que des enquêtes sur les violences sexuelles dans le milieu des forces de l'ordre sont également dévoilées en ce moment. Et les suites de l'intoxication sanitaire dans l'Aisne, les autorités sanitaires déclarent un nouveau cas. Il y a un 19e cas d'enfant intoxiqué. Il est hospitalisé actuellement et le diagnostic de la bactérie E. coli est désormais confirmé. Une bactérie probablement contenue dans la viande. Alors une enquête est ouverte contre X et pour homicide et blessures involontaires. Pour rappel, une enfant de 12 ans est décédée suite à cette bactérie il y a quelques jours. On termine ce journal avec la question du handicap, alors que le Sénat vient d'adopter une proposition de loi pour l'amélioration de l'inclusion du parcours scolaire des élèves à besoins particuliers. Oui, un texte qui vise à améliorer le parcours éducatif de près de 513 000 élèves en situation de handicap dans l'Hexagone. Alors cette proposition souhaite mettre en place notamment des pôles d'appui à la scolarité qui permettraient d'accompagner plus d'élèves ou encore d'assurer la co-participation du secteur médico-légal dans les dispositifs. L'inclusion scolaire, c'est un sujet crucial et en chantier pour Pascal Rib, elle est présidente de l'APF France Handicap. C'est vrai qu'au niveau des chiffres, d'un point de vue quantitatif, bon, on a progressé, enfin, on va dire, en tout cas quand on regarde les chiffres, seulement d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue qualitatif, pas du tout en vrai. Pourquoi ? Parce que finalement le système, aujourd'hui je crois que c'est plus d'un élève sur deux. Bon. Il y a l'obligation d'être inscrit à l'école ordinaire, on inscrit les enfants à l'école ordinaire, mais il y a plus d'un élève sur deux qu'on éjecte à l'âge de 10 ans. Il y a plus d'un élève sur deux qui est sorti du système ordinaire à 10 ans. Ça veut dire que le système n'est pas inclusif, ne lui permet pas d'avoir donc des programmes adaptés, de s'adapter à l'élève, tout simplement. On est plutôt dans un système où encore, en fait, c'est à l'élève de s'adapter à l'éducation nationale, au programme, etc. Et s'ils ne peuvent pas, ils sont éjectés. Une commission mixte paritaire se réunira prochainement pour faire aboutir ce texte. Merci beaucoup Emma. La protection de l'enfance est une bombe à retardement dans ce pays. C'est l'un des constats établis par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui s'est penchée sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance et de l'accueil des plus jeunes dans ce secteur. On en parle avec la rapporteure de cette commission, la députée Isabelle Santiago. Isabelle Santiago, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée PS, rapporteure de la mission sur l'aide sociale à l'enfance, la commission sur l'aide sociale à l'enfance, je dis 2 fois. Une commission qui devait débuter avant la dissolution. Un retard pris sur un tel sujet, c'était éminemment dramatique. Il y avait urgence ? Il y avait urgence, mais du coup, j'ai eu, entre guillemets, de la chance, puisqu'elle a duré 1 an. Et normalement, une commission d'enquête, ça dure 6 mois. Donc, ça veut dire qu'on a travaillé pendant ce temps. Elle n'était pas en suspens. Elle a été suspendue au moment de la dissolution, mais elle avait déjà démarré avant. Et ensuite, on a demandé à ce qu'elle soit reprise. Normalement, on ne peut pas. Mais compte tenu qu'il y a 2 commissions d'enquête qui avaient beaucoup, on va dire, été souhaitées par les concitoyens. Donc, il y avait eu beaucoup de courriers auprès de la présidente de l'Assemblée. Donc, c'était la mienne, celle sur les manquements des politiques publiques en protection de l'enfance, et celle, vous savez, sur le cinéma, sur les violences faites aux enfants. Dans le cinéma, voilà. Donc, c'est les 2 commissions d'enquête qu'on pu reprendre juste après. Et donc, du coup, nous avons bénéficié au total presque 1 an de travaux, ce qui est extraordinairement rare. L'hémicycle a semblé s'entendre sur les constats, ce qui quand même en ce moment est assez rare, relevé par cette commission. Est-ce que c'est un signe, finalement, que des lois peuvent être votées de façon transpartisane, malgré la composition de l'Assemblée qui, on le sait aujourd'hui, est quand même assez disparate? Vraiment. Alors je pense que le sujet de l'enfance permet cela. Parce que ce rapport de commission d'enquête, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste les parlementaires, c'est qu'en fait, globalement, à part peut-être quelques individualités, il a été reçu avec un grand consensus de la part des départements de France, de l'État,
des parlementaires et des associations habilitées qui accompagnent les enfants. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que cette commission d'enquête, elle a permis de rassembler tout le monde sur un constat partagé. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile qu'on a réussi, et donc tant mieux. Vous connaissez mon engagement aussi, je vais me permettre de sortir un tout petit peu de mon rôle de journaliste, mais pas tant que ça, mais c'est juste qu'on se dit oui, tout le monde est concerné, et pour autant, eh bien, on a pris beaucoup de retard quand même dans tout ça. Et il y a quand même beaucoup de drames aujourd'hui, on en est là pour en parler. Donc il y a vraiment urgence. Mais parce qu'en fait, justement, et c'est là que la commission d'enquête, je trouve, elle est très intéressante, c'est qu'en fait, j'étais rapporteur, donc le rapporteur, c'est celui qui tient la plume, hein, c'est celui qui dicte ce qu'il veut faire, et y compris dans les auditions. Donc c'est le rôle le plus important dans une commission d'enquête. Et en fait, dès le départ, même avant la dissolution, quand la commission d'enquête avait démarré, ce que je souhaitais, c'était pas être un tribunal. Je ne voulais pas être dans un cadre un peu de procureur qui pose des questions. Je voulais aboutir à ce que j'ai eu dans la commission d'enquête, c'est-à-dire ce rapport qui fait le constat, y compris de l'historique. Pour arriver à faire bouger des lignes, il faut que chacun arrête de penser que c'est l'autre qui est responsable, ce qui était le cas depuis des années. Donc à chaque fois quand vous avez eu des interviews, tout le monde vous disait non mais c'est l'autre, c'est le voisin, etc. Non, en fait il fallait poser à plat un historique qui n'avait pas été fait et qui permet à chacun de mettre un pas de côté pour avancer. Et ça concerne tout le monde. Tout le monde est responsable de ce qui se passe historiquement. Voilà, donc on pourra en parler bien sûr là, mais dans les questions qui vont venir. Mais ça, c'était l'élément essentiel, en tout cas pour moi. C'était de le montrer. Parce que sinon, on ne s'en sort pas à protection de l'enfance. Ça fait plus de 15 ans. J'aurais pu faire tous les plateaux et vous dire une situation catastrophique, mais on n'avançait pas parce que ce constat partagé n'était pas posé. C'est pour ça que j'ai voulu le poser sous cette forme-là. Bravo, en tout cas, constat partagé. Donc, effectivement, il y a un hémicycle plutôt qui s'entend effectivement sur ce constat. Il y a déjà eu des lois relatives, évidemment, à la protection de l'enfance. Plusieurs, on retient surtout la dernière, la loi Taquet, on va en parler longuement ensemble. Pourtant, la situation semble s'empirer. Justement, parce que ce constat partagé, il ne suffit pas de faire voter une loi. Dans le rapport, je le dis, la loi de 2007, de 2016, de 2022, donc la dernière, celle d'Adrien Taquet, ne sont pas appliquées. Alors on pourrait se dire, mais c'est pas normal, c'est des lois, pourquoi elles ne sont pas appliquées? Mais parce que derrière, il fallait avoir compris tout l'écosystème pour comprendre que, au bout du compte, sur le terrain, l'enfant X dans le petit village X ou l'éducateur au sein d'une grande commune, mais peu importe, en fait, il n'est pas le législateur, la loi n'est pas arrivée jusqu'à lui, il n'a pas la formation pour, il n'a même plus de collègues. Vous voyez, je vous donnerai juste un exemple que je trouve très éclairant. Pendant très longtemps, on a parlé tous ensemble, y compris moi-même avec vous, de la protection de l'enfance et de la situation. Et pourtant, les normes, le fait que ces enfants, c'est le seul secteur de France qui n'a aucune norme, ça n'a jamais choqué personne. Le constat de cette commission d'enquête, il permet de dire, mais attendez, vous, les associations, vous revendiquez des choses, vous, l'État, vous demandez des choses au département, vous... et on peut citer plein de gens. Vous avez jamais, depuis plus d'un siècle, revendiquer des normes. Il y en a dans tout. Vous mettez un abri dans votre jardin, il y a des normes. Vous avez des normes dans tout ce que nous faisons en tant que citoyens. Les Français crient justement à trop de normes. Ben voilà. Mais là, pour les enfants en danger, parce que les autres enfants, ceux qui sont dans leur famille, vous allez en crèche, il y a des normes, vous allez à l'école, il y a des normes, vous allez au centre de loisirs, il y a des normes, en colo, il y a des normes. Ceux qui sont en danger, il n'y a pas de normes. Et voyez bien que ce constat, il fallait le poser pour qu'on arrive à bouger. Vous avez quand même dit quelque chose qui est très important. On crée des lois, et les lois sont a priori bien faites, hein, vous le dites vous-même, mais elles ne sont pas appliquées, en l'occurrence la loi Taquet, dont on parle beaucoup. Pour autant, comment vous expliquez qu'une loi qui soit faite par un législateur, qui a priori est bien faite, ne soit pas appliquée parce que justement... A priori, il y a une grande dichotomie ou espace monumental entre finalement le législateur et le terrain. Comment est-ce possible? C'est pas nouveau, je veux dire. Ah non, c'est pas nouveau, mais là, ce qui était important dans cette commission d'enquête, c'était de le démontrer, de le creuser, à savoir dans la réflexion profonde, et surtout de montrer ce qui ne va pas. Si on prend que l'exemple de la loi Taquet, les décrets d'application n'était pas sorti. Vous savez que pour qu'une loi soit, une fois qu'elle est votée, il faut des décrets d'application. Ça, c'est les services de l'État. Les services de l'État n'ont pas sorti très peu. Toute la loi, à chaque article, il fallait des décrets. Aujourd'hui, au moment où on se parle,
il y en a 5 que Madame Vautrin va sortir. Vous vous rendez compte, la loi a été votée. Oui. Et Madame Vautrin, qui a pris le sujet à bras-le-corps, suite avec le constat de cette commission d'enquête, va sortir. Elle a été obligée de mettre la pression, entre guillemets, sur les services pour que ça sorte. Mais pourquoi c'est ce fameux temps long des services? Oui. C'est de la recherche administrative? Non, c'est parce qu'il y a un refus politique, idéologique? Il y a quoi? Non, il n'y a pas de refus politique. Il y a, je pense, un manque d'ingénierie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai montré dans notre fonctionnement. Oui. L'État n'est plus pilote des politiques publiques nationales qui concernent l'enfance protégée. Qui l'est? Eh bien justement, personne ne l'était vraiment. On a transmis par la décentralisation, on a dit le chef de file, c'est le département, mais le chef de file d'un département à l'échelle d'un territoire ne peut pas être celui qui porte une politique publique de manière nationale, qui est le pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion, c'est celui qui doit faire les normes. Le pilote dans l'avion, c'est celui qui s'intéresse à la formation des professionnels. Donc tout ça, c'est les services de l'État. C'est pas chacun dans son petit territoire, etc. Ce sont des politiques nationales. Et depuis un siècle, c'est ce qu'on montre dans la commission d'enquête, ce n'est pas fait. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et donc j'ai dit que l'État était le premier parent défaillant, parce que je le crois. Et en plus, on a perdu, au moment de la décentralisation, on a perdu l'ingénierie intellectuelle de la compréhension de ce sujet. Donc en fait, j'ai démontré, y compris, que le nombre de postes au cabinet, au sens quand je dis cabinet, c'est pas le cabinet ministériel en tant que tel, mais au sein du ministère, le service qui travaille avec le ministre, même si quand il change, il y a une direction. Cette direction, mais elle repose sur 3 personnes en fait. Il n'y a personne pour travailler ce sujet-là. Donc derrière les normes, elles ne sortent pas. Il n'y a pas de réflexion intellectuelle sur le sujet. Il n'y a pas de coordination avec la recherche qui a évolué depuis 15 ans. Vous voyez, donc du coup, on est vraiment le parent pauvre, et même nationalement, le parent pauvre. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un comité scientifique, que j'ai demandé beaucoup de choses très précises, parce qu'en fait, il faut refonder totalement une politique sur le fond. On va les détailler ensemble, si vous le voulez bien sûr, mais évidemment, ça me fait réagir. Pourquoi seul le secteur de l'enfance est un parent un peu oublié, comme vous le dites, même pas un peu d'ailleurs, est un parent oublié et complètement délaissé? Ça veut dire quoi? Ça en dit long, si vous voulez, sur la société française. Je pense que pour en plus votre chaîne, qui est très importante, je vais vous le dire, très honnêtement, il n'y a pas de politique de l'enfance en France. Voilà, c'est très net. Il y a un haut commissariat à l'enfance qui a été créé. Oui, mais tout ça, il n'y a pas de vision. Pas de poids? Aucun poids politique. Aucun. Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai beaucoup de respect pour la personne qui a la fonction. Mais c'est chargé de mission. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de poids politique pour pouvoir... Tout ce que va développer Sarah El Haïry, vous pensez, n'aura pas de poids politique? Oui. Une fois que ce sera fait et concrètement fait, ça le sera juste parce que le ministre en titre aura dit oui. Donc c'est pas parce qu'elle l'aura présenté. C'est parce qu'elle aura été soit chargée, comme Madame Vautrin le fait en ce moment, de mission auquel elle doit rendre un rapport, donc elle rend le rapport, et si ça se met en œuvre, c'est parce que Madame Vautrin ou Monsieur Darmanin ou d'autres auront bien voulu. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas une administration, elle n'a pas le pouvoir sur une administration publique. Et je le dis, c'est vraiment pour comprendre le sujet. C'est pas du tout une critique du poste en tant que tel. C'est important parce que ce n'est pas du tout une critique à l'encontre de Sarah El Haïry. Non, pas du tout. C'est juste parce qu'à un moment donné, c'est la situation telle qu'elle est faite. Mais je dirais plus loin, parce que Sarah El Haïry, quand elle est nommée, c'est tout récent. Donc globalement, pour les auditeurs qui nous écoutent, il n'y a pas en France de politique de l'enfance. Voilà. Donc du coup, c'est clair, c'est net. Ce rapport le montre, pas simplement pour la protection de l'enfance, il le montre pour l'ensemble. Est-ce que c'est normal que la France, sur le handicap et l'autisme, on ait 15 ans de retard? Non. C'est parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion sur l'enfance. Est-ce que c'est normal qu'en maternelle, on fasse des réformes qui sont contraires à l'intérêt de l'enfant dans ses besoins fondamentaux? Non, parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. En fait, tout le monde travaille en silo dans son petit secteur. Il n'y a pas de vision globale. Et moi qui ai eu la chance, dans mes fonctions autour de l'enfance, de voyager à l'étranger, je vous garantis que ce n'est pas qu'une question de décentralisation. C'est juste qu'il n'y a pas de vision globale de la naissance, périnatalité. Nous sommes quand même le pays qui avons chuté le plus haut taux de mortalité
en ce moment, en France, on est donc le pays le plus haut d'Europe. On est le pays le plus haut d'Europe sur le placement des enfants en protection de l'enfance et on est le pays le plus haut, évidemment dans les mauvaises stats, sur ce qu'on appelle l'indice du développement humain, l'IDH. Et donc ça, au niveau des pays de l'OCDE, on est les plus mauvais. Et tout ça touche à l'enfance, parce qu'il n'y a aucune politique publique qui a été globalement pensée. Vous pensez qu'un ministère de l'enfance ou de la petite enfance aurait changé quelque chose ? Oui, si la personne qui a la fonction a une vision globale de l'enfance. Sinon, on n'avance pas parce qu'en fait, c'est une politique. L'enfance, et vous le savez, que ce soit une enfance qui rencontre des difficultés dans sa famille ou une enfance comme vous pouvez le porter à travers vos actions et vos journaux. Et toutes les émissions que vous pouvez faire, vous touchez au sujet de l'enfance, de la jeunesse. C'est transversal à toutes les politiques publiques et à toutes les familles de France. Et donc, en fait, la difficulté, c'est que si vous n'avez pas cette pensée globale qui touche à tous les sujets du tout petit jusqu'à l'insertion du jeune futur adulte, eh bien, vous vous trompez de chemin, en fait. Oui, parce que finalement, l'enfance touche à tous les ministères. En fait, c'est l'horizontalité qu'il faut avoir et non pas la verticalité. Voilà, et c'est ce qui nous manque. Et on parlera d'ailleurs de la santé des enfants, bien entendu, puisque malheureusement, pour l'aide sociale à l'enfance, les enfants sont extrêmement touchés, évidemment. Vous avez mentionné ce comité scientifique dont vous vouliez parler. C'est mon... Alors, je vous en prie. Alors, allez-y. Ça, je le revendique. Revendiquez-le aujourd'hui sur School TV. Eh ben, en fait, c'est très important parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au détour de quelques phrases. Quand je vous dis que ce soit les maternelles, que ce soit tous les sujets de l'enfance dans l'éducatif, on n'accompagne pas les familles en France, en fait, et suffisamment. Et le comité scientifique, c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, les neurosciences nous ont apporté beaucoup de savoir clinique, de connaissances, qui sont environ vraiment bien connues maintenant depuis une quinzaine d'années. Et si on prend les choses qui vont encore plus loin dans le comité scientifique, on sait que les ACE, donc c'est toutes les adversités rencontrées dans l'enfance, vont avoir un impact sur le développement de l'enfant, y compris quand l'enfant est au sein d'une famille qui va bien. Donc, du coup, dans la parentalité et dans les parentalités qui sont plus en difficulté, donc l'enfance en danger, nous devons absolument aujourd'hui, avec ces connaissances que nous avons, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans la conférence de presse que j'ai faite au moment où j'ai rendu ce rapport, j'ai dit on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Et donc aujourd'hui, on doit prendre à bras le corps que nous avons connaissance que toute adversité rencontrée dans l'enfance aura un impact sur le développement de l'enfant. Qui demain, et on l'a tous été, vous avez été une enfant, je l'ai été, et donc tous nos traumatismes, et donc particulièrement dans l'enfance en danger, doivent être pris de manière globale et pris en charge, pas 8 mois plus tard, pas 2 ans plus tard. Aujourd'hui, quand vous demandez un rendez-vous en CMPP, c'est 2 ans. Ce n'est absolument pas possible. Et du coup, la question de la santé devient centrale. Et ce que j'ai expliqué, c'est que ce comité scientifique pourrait nourrir les travaux des politiques. Parce qu'après tout, à un politique, on ne lui demande pas forcément d'être le docteur en neurosciences ou en neurologie ou en développement de l'enfant. Mais ne pas avoir de comité scientifique qui nourrit les travaux de nos politiques publiques, de ce qu'on souhaite faire, c'est un impensé des politiques publiques. Comment voulez-vous être bon en faisant des décisions politiques, de politiques publiques que vous allez transmettre pour des enfants, donc des familles françaises, et vous êtes là à côté de la plaque sur le développement de l'enfant, ça ne va pas. Et donc, si on prend que l'Institut du cerveau de l'enfant qui s'est inauguré il y a maintenant 1 mois et demi, le constat, il est grave. C'est 1 enfant sur 5 qui naît en ce moment qui aura des troubles des apprentissages. 1 sur 6 qui est autiste. Donc du coup, en fait, cette réalité factuelle va amener des situations où on doit accompagner les familles. Et si on n'est pas nourri, le politique, au sens noble du terme, dans le cadre d'irriguer les travaux, et ça se fait à l'étranger partout, personne ne prend des décisions et des lois sans avoir eu la recherche qui est venue vous dire, eh bien ici, là, vous ne devriez pas faire ça, ou vous donner des conseils, ou vous dire. Et en fait, ce conseil scientifique, il est là non pas pour dire aux politiques ce qu'ils doivent faire, mais pour faire des choses qui sont en rapport avec la connaissance clinique aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, la France ne le fait pas. Je prendrai juste un exemple pour finir, parce que je ne voudrais pas être trop long, même si je pense que je le suis un peu, désolée. C'est l'exemple des maternelles.
Aujourd'hui, la réforme qui a été faite chez les maternelles, tout le monde sait qu'entre 3 et 4 ans, ce n'est pas adapté aux enfants. On ne demande pas à un enfant de 3 ans d'être un élève. C'est simple, ça ne fonctionne pas avec le développement. Il y a des pays où on n'est même pas à l'école, en fait, à 3 ans. Mais bien sûr, moi, quand je parle avec le ministre de la Santé du Québec, il me dit on est chez les fous. Donc, en fait, non, ce n'est pas adapté au développement du cerveau de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant, dans sa réaction? Il est soit en capacité, de manière... qui n'est absolument pas compatible avec son développement, d'essayer d'être l'élève qu'on lui demande d'être. Et donc, du coup, si vous rajoutez que ces enfants-là peuvent être en protection de l'enfance, donc il y a eu des ruptures familiales, il y a peut-être eu des blessures, des psychotraumatismes graves, vous leur demandez d'être un élève, de vivre dans un foyer, en plus d'être... ils ont 3 ans, ils ont 4 ans. Et tout ça ne marche pas. Donc, la réforme qui a été faite sur les maternelles, s'il y avait eu un conseil scientifique, eh bien, les grands neurologues et les spécialistes du développement de l'enfant auraient dit non mais vous faites n'importe quoi, très clairement. Pourtant, ils ont essayé de parler. Hein. Mais oui, mais ils n'ont pas été entendus. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas bon pour les enfants, ce que fait la France. Et la deuxième chose, c'est que si vous ajoutez le sujet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, à savoir la protection de l'enfance avec des fragilités, vous imaginez ce que ça donne chez des tout-petits. C'est juste pas normal. Et vraiment, moi, en fait, à l'Assemblée, je passe mon temps désormais vraiment à passer mon temps, c'est clair, à le dire, stop. D'autant plus que si on poursuit effectivement dans ce que vous dites, avec le cynisme que l'on connaît de la politique par moment, on pourrait se dire que finalement ces psychotraumas qui sont pratiquement de fait, comme vous le dites, pour tous ces enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, et je ne pointe pas du tout évidemment le personnel, je pointe ces enfants qui arrivent dans une situation de trauma. On sait que ce sont des enfants qui donc du coup vont être à charge pour la santé de l'État français. Donc en fait, 38 milliards. Voilà. Actuellement. En fait, l'Lancet, donc du coup, tout ce que nous, on a noté dans notre rapport, ça a été sourcé. Donc, parce qu'en France, on a aussi l'excellence de n'avoir aucune recherche, donc, ou si peu qu'on ne peut pas travailler avec des recherches françaises. Donc, du coup, là aussi, on est très mauvais. Donc, ça commence à être très agaçant quand même. Donc, du coup, on a pris Lancet. Lancet a fait une étude européenne et internationale des pays de l'OCDE et elle s'est arrêtée sur plusieurs pays, dont la France. Et donc, elle a calculé qu'en ce moment, au moment où nous parlons, ça coûte 38 milliards à la France chaque année, pour les adultes que nous sommes, de ne pas avoir investi à l'époque sur les enfants que nous étions. Peut-être que ça va les faire réagir, la question financière. J'espère bien, mais enfin là, il faut trouver les milliards et pour l'instant, j'ai un peu de mal. Bon, croisons les doigts, je presse un peu le pas parce que évidemment c'est toujours forcément très intéressant de discuter avec vous, mais le temps presse. J'aimerais qu'on parle ensemble des contrôles qui doivent être faits ou que vous demandez en tout cas dans ce secteur. Comment agir? On demande là aussi, on demande une commission de contrôle indépendante et on demande plusieurs choses. Donc une commission de contrôle indépendante pour que les contrôles puissent se faire de manière inopinée et les contrôles pas sur la question financière parce que les départements le font sur les associations sur la partie financière, puisque du coup c'est de l'argent public, donc c'est assez contrôlé, on peut le dire. Ce qui n'est pas contrôlé, c'est la partie qualité et prise en charge des enfants. Et c'est un corollaire avec y compris les formations des professionnels. Et c'est un point très très important, puisque du coup, ils ne sont pas formés au psychotrauma des enfants, ils ne sont pas formés au développement de l'enfant. C'est une formation éducateur de base, et j'ai le plus grand respect, ils le savent, pour leur profession, mais pendant un siècle, entre guillemets, on a laissé une formation se faire de base. Vous pouvez travailler dans le handicap, chez les personnes âgées, ou en protection de l'enfant. C'est pas le même métier. Quid de la Civise, cette commission justement indépendante? Alors, en fait, cette commission indépendante, c'est comme le système de la Civise, avec une différence, c'est que cette commission indépendante pourrait faire des contrôles. Donc, celle que nous, on propose dans la commission d'enquête, elle aurait pouvoir de faire ces contrôles dans les établissements. On demande aussi à ce que les parlementaires puissent faire, comme on peut le faire dans les cadre de privation de liberté. Mais là, en protection de l'enfance, nous ne sommes pas en privation de liberté. Donc, du coup, vous avez des députés à qui on peut refuser de visiter un lieu sur sa circonscription qui correspond au médico-social. Et donc, on voudrait que tout ça puisse être modifié pour qu'un parlementaire et qu'une commission de contrôle indépendante puisse faire les contrôles auprès des jeunes et des enfants. Mais la Civise pourrait le faire ou pas ? La Civise, oui, mais la Civise, elle n'a pas le même rôle. Donc c'est pour ça que je me permettais de préciser une petite différence. L'adoption, la ministre a évoqué aussi l'idée d'une possibilité d'adoption pour les enfants placés en foyer.
Est-ce que vous pensez que c'est une solution? En fait, Madame la Ministre, alors du coup, je le dis avec beaucoup de... je suis humble, hein, mais elle reprend à peu près tout ce que moi j'ai proposé. Donc du coup, oui, je suis pour. Et du coup, en fait, si vous regardez le rapport de la commission d'enquête et les propositions de la ministre, vous retrouvez à peu près... elle s'inscrit dans un travail très transpartisan. Et du coup, elle reprend à peu près toutes les propositions que nous, on a faites. Pas toutes, mais une partie. Et donc, sur l'adoption, le principe, il est simple. En France, nous avons un problème majeur. Si vous rentrez, je donne un exemple, hein, vous rentrez à 3 mois en protection de l'enfance, vous sortez, vous en avez 21. C'est scandaleux. Personne ne devrait connaître ça. Ce n'est pas absolu. Et en plus, vous avez des ruptures de parcours. Et pour tous ceux, ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont quitté 13, 14 ans et qui ont fui. Et donc, je donne un exemple très précis pour que ce soit plus parlant. Une petite fille de 5 ans, actuellement en Isère, elle aurait pu être adoptée depuis l'âge de 3 mois. Elle ne l'est pas parce qu'elle n'est pas née sous X. C'est juste ses parents qui ne sont plus en parentalité autour d'elle. Elle est en protection de l'enfance. Ils n'ont pas cherché à la rencontrer durant cette période-là. Donc, normalement, la CESEC serait donc une commission qui aurait dû statuer sur son statut pour lui permettre d'être adoptable. C'est une petite fille qui aujourd'hui a 5 ans et n'est toujours pas adoptée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les services se renvoient la balle en se disant « Ah ben moi, je viens de prendre mon poste, moi, je suis nouveau, je la connais pas, etc. » Mais qu'est-ce que c'est que ce système qui fait que des enfants ne peuvent pas avoir une vie à travers une famille qui l'aimerait de manière vraiment en tant que parent, en parentalité d'attachement, on va dire. Et on sait qu'on peut avoir de l'attachement dans une famille adoptante. Donc l'idée, c'est qu'en tout cas, tous ces enfants qui relèvent d'une adoption simple pourraient être élargie à une capacité que la France n'a jamais saisie. C'est le cas dans tous les autres pays qui nous entourent. Et nous sommes les grands derniers de ne pas offrir de la stabilité aux enfants. Et je pense qu'il est plus que temps, en tout cas, c'est plus qu'une refondation. Je pense que c'est la plus grande richesse pour la France, c'est de permettre à ces enfants d'avoir un parcours d'amour et d'attachement et en tout cas de liens solides pour qu'ils puissent bien grandir. C'est un cri du cœur, un cri d'alerte aussi. Merci Madame la députée Isabelle Santiago d'être venue sur le plateau du Grand JT pour nous parler de l'aide sociale à l'enfance. Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Joël Canto. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du département accompagnement et pédagogie de l'orientation à l'ONICEP, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. On va parler des stages pour les élèves de seconde. Déjà, j'aimerais qu'on fasse un focus, certes, sur les stages de seconde, mais assez large, parce que ces fameux stages, eh bien, certains trouvent ça formidable, d'autres ne comprennent pas trop l'intérêt, parce qu'ils disent finalement, en seconde, on n'a pas la possibilité de travailler, donc qu'est-ce qu'on fait? Juste on observe. À quoi ça sert ces stages? Alors vous n'êtes pas sans savoir que les stages ne démarrent pas en seconde. Il y a un premier stage en 3e qui est un stage d'une durée d'1 semaine qui date d'il y a une trentaine d'années. Et puis depuis 2 ans, le ministère a fait le choix de développer un stage de 2 semaines à la fin du mois de juin pour les élèves de seconde avec une ambition politique extrêmement affirmée qui est véritablement de lutter contre les inégalités et de permettre à l'ensemble des élèves d'une cohorte, d'une classe d'âge de découvrir le monde professionnel, de découvrir le monde de l'entreprise, de découvrir le monde de la fonction publique ou des associations. Et donc l'enjeu véritablement, c'est que les élèves à la fois découvrent des métiers, ils sont libres d'en découvrir un pendant 15 jours, de s'immerger dans 2 entreprises 2 fois 1 semaine, et éventuellement de profiter des opportunités qui sont offertes par l'ONICEP. Et puis, au-delà de la découverte des métiers, l'ambition de ce stage est véritablement de permettre aux élèves de se poser au cours de leur scolarité et de s'interroger sur leurs ambitions, leur motivation et les projets qu'ils construisent progressivement. On imagine trop souvent que l'orientation, c'est quelque chose qui se construit de manière extrêmement rapide durant l'année de terminale, où tout le monde est obsédé par Parcoursup. En réalité, la construction d'un projet, la construction de projets au pluriel, c'est quelque chose qui peut se faire dans la durée et dans la sérénité. Qui doit se faire d'ailleurs dans la durée, puisque effectivement l'orientation commence finalement dès la fin de 3e, la seconde, où on commence à réfléchir déjà aux options que l'on va choisir. J'aime à penser que ça commence beaucoup plus tôt. C'est vrai? Vous pensez vraiment? En 6e, on a déjà une sorte d'idée de ce qu'on va faire, très définie?
Je pense en réalité que dès l'école primaire, il y a un certain nombre de stéréotypes qui se construisent, et notamment de stéréotypes qui se construisent sur les métiers. Et que si l'on veut bien veiller dans les apprentissages qui sont faits à l'école primaire à déconstruire ces stéréotypes, et notamment ces stéréotypes de genre, on y gagnerait beaucoup sur la poursuite d'études, sur les choix qui sont faits ensuite par les jeunes, et sur les choix de métiers notamment. Alors je vous rejoins complètement, maintenant mon avis ne compte pas, mais je vous rejoins complètement. Maintenant c'est plus une question de déconstruire les stéréotypes que de choisir son orientation. C'est pas exactement la même question. L'orientation, à quel moment on se dit, voilà, je vais prendre un chemin qui n'est pas définitif, certes, mais qui est important pour mon choix d'études. Je crois qu'il serait opportun que les élèves, que les jeunes se posent la question autrement et qu'ils ne raisonnent pas au singulier. Qu'ils se posent la question en termes de perspective, avec des projets divers, des pistes de projets variés, et qu'ils cheminent au cours de leur scolarité, qu'ils n'attendent pas la fin de la troisième, parce qu'on a déjà, dès la fin de la troisième, une période relativement stressante qui fait qu'une partie des élèves va partir vers la voie professionnelle. Il serait donc opportun que les élèves choisissent progressivement, construisent progressivement leur cheminement, de manière à faire des choix les plus éclairés possibles. La voie professionnelle, justement, on en parle très souvent ici dans le Grand JT, car c'est une voie souvent considérée à tort, bien entendu, une voie de garage, et qui pour autant est formidable. On va parler donc de ces stages de seconde. Ces stages de seconde sont effectivement intéressants pour découvrir un milieu professionnel, si possible, qui peut nous plaire au départ. On a quel âge? On a 15-16 ans à peu près quand on est en seconde? Oui, on a 15 ans, oui. À peu près 15 ans, 16 ans. Donc qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire? Observer, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors c'est essentiel d'observer. Vraiment, il ne s'agit pas d'une période de travail, il s'agit d'une séquence d'observation. Et plus encore, il s'agit d'une séquence qui doit permettre à l'élève de se mettre en réflexivité en fonction de ses projets, en fonction de ses désirs, en fonction de ses appétences. Certes, je rencontre un univers professionnel. Certes, je rencontre des professionnels avec lesquels je vais avoir des points communs, dans lesquels je vais me retrouver. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je souhaite faire, comment je me projette dans mon propre avenir et comment est-ce que je peux me projeter dans des projets personnels. On le sait et on l'a probablement vécu, en tout cas moi je l'ai vécu aussi jeune. Trouver un stage, c'est pas forcément évident et on fait souvent appel au réseau, c'est-à-dire aux parents, aux copains des parents, à tous ceux qui nous entourent pour essayer de trouver un stage chez les uns, chez les autres et forcément, par ce fait, des inégalités se créent. Comment lutter contre ces inégalités-là? Alors d'abord, il y a en matière de recherche de stage et d'accompagnement un tissu associatif qui est très présent, qui intervient dans de nombreux établissements et notamment dans les établissements ruraux ou dans les établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire ou de la politique de la ville et qui joue un rôle très significatif pour lutter contre ces inégalités. Au-delà de ça, l'ONICEP, qui est opérateur des deux ministères, est là pour offrir des opportunités aux élèves, à la fois dans la durée, tout au long de l'année, et puis lors de ce moment fort que sont les stages de seconde. Un dispositif qui a commencé déjà, qui se termine le 27 juin, qui permet aux élèves qui n'ont pas trouvé justement de stage de découvrir des métiers via des visioconférences. C'est ça que vous avez mis en place? Absolument, un cycle de 80 visioconférences qui réunit 25 000 élèves en ce moment même. Donc une part significative des élèves qui effectivement n'ont pas trouvé de stage, qui vont venir rencontrer des professionnels et qui vont venir mener des ateliers et mener la réflexion que j'évoquais. Certes, ils ne sont pas immergés dans une entreprise ou dans un service public, mais ils ont la possibilité d'interagir avec des professionnels et d'être pris en charge pour mener leur réflexion. Et puis, chose fondamentale, ces élèves ne sont pas déconnectés de leurs équipes pédagogiques et de leurs établissements. Ce sont les professeurs principaux qui ont inscrit les élèves. L'inscription s'est faite sur la plateforme Avenir, qui est la plateforme destinée à favoriser l'accompagnement à l'orientation tout au long de la scolarité. Et ces élèves ont bénéficié via cette plateforme d'un certain nombre d'outils pédagogiques qui vont leur permettre progressivement de profiter de ce stage et de construire leur projet. Et puis ces professionnels dont vous parlez, qui font cet alors je veux dire effort, c'est pas péjoratif au contraire, mais cette démarche de venir effectivement à
la rencontre de ces adolescents ou post-adolescents, en tout cas ces lycéens, eh bien, ils créent aussi des liens forts parce que c'est aussi peut-être, pourquoi pas, des futurs employés aussi, ou en tout cas employables. Alors nous les choisissons, ces professionnels. Nous les choisissons en lien avec nos partenaires. Nous essayons de choisir des professionnels qui soient en capacité de parler aux jeunes. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas une chose si évidente que cela, de parler de son métier, de parler de son parcours professionnel, de parler de son expérience professionnelle. Donc nous essayons de choisir des professionnels qui sont en capacité de communiquer avec un langage adapté, en faisant preuve de bienveillance, et les choses se passent de manière assez remarquable. Et en étant presque des parrains aussi dans l'accompagnement. En quelque sorte, absolument. Alors juste un petit mot pour le stage, des questions assez basiques, mais vous avez parlé de ces stages qui sont possibles, donc soit en une fois 2 semaines, soit on découpe, en une semaine un stage, une semaine un autre stage, mais j'ai aussi lu qu'il était possible de partir à l'étranger. Il est possible de partir à l'étranger, il est possible de faire son SNU. En réalité, le ministère de l'Éducation nationale, lorsqu'il a conçu ce stage de seconde, a ouvert le champ des possibles. On peut réaliser son stage sous des formats extrêmement diversifiés. Est-ce qu'à l'ONICEP, vous proposez aussi des stages à l'étranger ? Non. Non, d'accord. D'autres associations proposent cela. En revanche, nous accueillons des élèves de l'étranger, des établissements français de l'étranger, qui font leur stage par notre intermédiaire. Eh bien voilà, formidable. Dites-moi. Et puis, j'ajouterais que le fait d'avoir ce stage en mode connecté, c'est-à-dire via des visioconférences, permet de lever un certain nombre de difficultés, notamment de lever les frontières. Lorsqu'un élève vit dans une zone rurale profonde, il a la possibilité de rencontrer des spécialistes de la défense, de rencontrer des professionnels de la sécurité, de rencontrer des professionnels du numérique qu'il n'aurait pas forcément la possibilité de rencontrer dans une très grande proximité. Ça peut rester une frustration pour certains de ne pas réussir à avoir effectué ce stage. Est-ce que même si les rencontres se font, ils ont aussi une sorte de rapport de stage, de cette rencontre à faire ? Alors, leurs équipes pédagogiques disposent d'un livret pédagogique qui reprend les compétences à s'orienter, qui est construit à partir des compétences à s'orienter et qui va permettre à l'élève, jour après jour, de faire un retour sur son propre vécu durant ces 2 semaines, qu'il pourra déposer ensuite dans son portfolio qui est intégré à la plateforme Avenir. Les stages, on le sait, pour justement les territoires dont vous parliez, effectivement, qui ne sont pas forcément les grandes villes, mais les petits villages ou petites villes de France, c'est pas toujours évident d'avoir les moyens de pouvoir se déplacer, effectivement, d'un village à une grande ville ou autre. Comment est-ce que vous avez mis en place des dispositifs qui aident ces élèves-là ? Alors, pour ce qui nous concerne, la question ne se pose pas, puisque nous sommes en visioconférence et que nous faisons une offre qui supprime, qui lève... Jusqu'au 27 juin. Voilà, qui lève la question de la mobilité. Pour autant, vous avez raison. Certaines des inégalités qui existent sont des inégalités sociales, sont des inégalités de genre, mais il y a aussi de très profondes inégalités territoriales en France. Et évidemment, l'un des enjeux du plan Avenir porté par la ministre de l'Éducation nationale est de lever, de supprimer, de réduire ces inégalités territoriales. Merci beaucoup Joël Canto d'être venu sur le plateau du Grand JT pour nous parler donc effectivement de ce système que vous avez mis en place avec vos partenaires, avec l'UNICEF et ses partenaires, pour proposer un programme aux lycéens qui n'ont pas réussi donc à trouver de stage pour la seconde, découvrir des métiers via justement des rencontres avec les professionnels et les ateliers thématiques du 16 au 25 juin. Donc ça a déjà commencé et c'est jusqu'au 27 par visioconférence. Merci à vous. Merci 1000 fois. Tout de suite on va retrouver Emma pour sa chronique. Emma, cette semaine, dans votre chronique, vous nous emmenez en Croatie où les grands-parents deviennent des babysitters professionnels. Et oui, l'expérimentation elle a lieu à Samobor, c'est près de la capitale, Zagreb. La ville, à l'initiative de sa mère Petra Skrolobot, a lancé le plan Service des grands-parents, une initiative qui vise à combler plusieurs manquements dans le pays. Alors en quoi ça consiste ? Tout simplement, ça consiste à rémunérer les grands-parents pour qu'ils s'occupent de leurs petits-enfants lorsque les parents sont au travail. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas un hasard, puisqu'il faut savoir qu'en Croatie, l'école ne démarre pas avant 6 ans, ce qui, vous le conviendrez, laisse beaucoup de temps de garde quand même à combler. 3,8 millions d'habitants pour la Croatie. Il n'y a pas de place en crèche, en fait. Si, il y en a, mais ça ne suffit pas. Et dans le cas de Samobor, qui est donc une petite ville près de la capitale, très prisée, il y a 2 écoles et à peine une centaine de places en crèche. C'est donc assez restreint. Mais là où l'idée de la mère, elle va faire un doublé, c'est aussi vis-à-vis de l'économie. Parce qu'en Croatie, plus de 37% des plus de 65 ans se trouvent à vivre sous le seuil de pauvreté. Donc une précarisation que les 360 € mensuels financés par la ville permettent d'amortir un petit peu.
Puis évidemment, il est aussi question de la confiance des parents envers l'individu en charge de leur enfant. C'est aussi une mesure qui permet de créer du lien intergénérationnel, éventuellement de combler l'épidémie de solitude que vivent les personnes âgées. On le voit en Croatie comme partout ailleurs en Europe. Une jolie initiative qui fait ses preuves en Croatie, donc, mais ça part du postulat forcément que les grands-parents seraient contents de s'occuper de leurs petits-enfants. Évidemment, ça c'est déjà une idée de base. C'est un peu cynique de parler que de l'appât du gain, c'est sûr. Il faut aussi vouloir s'occuper d'enfants de moins de 6 ans. Et c'est pas forcément toujours le cas, on peut le comprendre. Et de plus en plus en Europe d'ailleurs et dans le monde occidental, il y a une tendance qui émerge. C'est celle des grands-parents qui disent stop. No. Fuck no. Did you hear me? I'm sorry. No. Voilà, pour cette grand-mère, il n'y a absolument aucun monde où elle s'occupe de ses enfants plutôt que de passer du temps toute seule. Donc les vacances en amoureux des parents ou la semaine entre potes sans gamin, ça c'est pas leur problème en fait. Ils se manifestent leur décision, ce troisième âge. Ils n'ont absolument pas envie de jouer les nounous et ça plaît pas aux parents en question. Bon, les grands-parents 2025, là, va falloir qu'on ait une petite discussion, ça va pas du tout, ça. Nous, quand on était petits, vous étiez bien contents qu'on aille chez les grands-parents à chaque fois qu'il y avait les vacances et tout ça. Et là, maintenant, vous êtes grands-parents et vous prenez pas vos petits. Vous travaillez, vous avez toujours un truc de prévu, une sortie avec une copine, un petit week-end en vacances. Et du coup, on est obligé de s'occuper de vos petits-enfants maintenant. Bon, moi, ils ont divorcé, donc je m'étais dit, j'aurais 2 babysitters bien distincts. Pas du tout. C'est qu'à 50 ans passés, on vit sa meilleure vie. Donc on fait un petit effort, on se ressaisit. Là, il y a encore quelques jours fériés et les vacances qui arrivent. Merci de prendre vos petits. Voilà, sont-ils ingrats, sont-ils égoïstes ou sont-ils tout simplement lucides? C'est la question qui peut se poser, parce que bientôt arriveront les générations où la retraite sera vraiment tardive, si tant est qu'elle existe encore d'ailleurs, et il risque d'être de plus en plus nombreux, les grands-parents, à privilégier des voyages ou du temps de repos en solo plutôt que la garde des petits-enfants. Encore une nouvelle qui ne va pas aider le fameux réarmement démographique, cher Emmanuel Macron, souhaité en France, mais aussi ailleurs en Europe. Oui, pour revenir à ça, la Croatie, c'est sûr que là, ça ne va pas aider tout ça. Et puis, l'idée de la mère, elle est plutôt intéressante quand même à ce niveau-là, parce que vous me direz que la première chose à faire, ce serait de réévaluer les retraites ou d'améliorer le secteur de la petite enfance. Pourquoi pas? Mais non, puisqu'on est dans le monde réel, donc ça n'existe pas. En attendant, pour ce qui concerne la démographie, ça pourrait être un petit coup de pouce pour la Croatie, parce que dans ce pays de moins de 4 millions d'habitants, à la forte émigration et qui ne fait que 1 enfant et demi par femme, ça risquerait de chuter à peine 2,5 millions d'ici 2100. Ça, c'est selon les chiffres de l'ONU. Du coup, la retraite encore plus basse. Merci beaucoup, Emma. On va tous retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Les photos sont aussi l'entrée de l'émotion, et l'émotion, vous le dites au début du livre, moi je m'en méfie un petit peu, en matière d'histoire, ça ne peut pas être la porte d'entrée de l'histoire, ça paralyse, ça sidère. Oui, alors je suis d'une génération où dans les cours d'histoire, moi mes professeurs me montraient Nuit et brouillard, le documentaire de René, documentaire de 56, où là effectivement la musique, le discours et les images font qu'on est pris dans un tourbillon d'émotions. Et quand j'ai été professeur à mon tour, je me suis posé cette question, est-ce que c'est un bon point de départ pour faire de l'histoire? Et je ne croyais pas effectivement que c'était un bon point de départ. Bien rattrapé, voilà. Monsieur le professeur. Puisque effectivement, c'est ce que j'ai appelé un parasite. C'est comme l'histoire doit être une science objective, il faut effectivement se détacher le plus possible des parasites, y compris quand on l'enseigne, pour ne pas parasiter à son tour la transmission. Et c'est pour ça que j'ai mis les émotions de côté pendant très longtemps. Là commence une quête intime, une quête historique, géographique aussi, autour de ce territoire de l'Ardèche où ça se situe. Vous allez tenter de retracer les derniers mois de Georges, ce qui se passe entre cette arrestation et son décès à l'hôpital Tenon. Il y a quand même une des premières dimensions du livre, parce que j'y insiste vraiment, un livre de réflexion sur qu'est-ce que l'histoire, c'est d'interroger une des sources de l'histoire, le témoignage ici. Les filles sont toujours fâchées avec le sport, on le voit sur le terrain. Je dirais pas qu'elles sont fâchées, parce qu'il y a quand même des évolutions positives. Par contre, ce qu'il est vrai, ce que précise Edith Marie-Jules, c'est que dès l'enfance, en fait, il y a des stéréotypes encore très importants qui séparent les filles et les garçons, notamment sur l'accès aux pratiques physiques et sportives. Et en fait, ce décrochage dont vous parliez, il s'accentue au début du collège, en fait, autour de 11-12 ans, pour les garçons et les filles, mais un peu plus pour les filles, effectivement. Et on en discutera certainement, mais on voit le poids des stéréotypes, les pratiques sportives proposées, les espaces sportifs aujourd'hui qui, même s'il y a des évolutions sur des espaces plus mixtes, au final, on est encore très majoritairement avec un public qui est masculin, avec des garçons. Et finalement, vous avez différentes étapes de la vie qui font qu'encore aujourd'hui, effectivement, l'accès à la pratique sportive est marqué par des inégalités de genre ou encore en fonction des milieux sociaux.
Pourquoi c'était important pour vous, et c'est important aujourd'hui, de passer par l'immersion pour susciter l'engagement des élèves ? En fait, le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, un des vecteurs de reproduction sociale, c'est le fait que tous les enfants ne vivent pas les mêmes expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on est dans un milieu socio-culturel favorisé, on a des parents qui vont davantage nous emmener dans des musées, ou vivre certaines expériences, ou voyager. Et notre intention depuis le début, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour armer les enseignants, les écoles, les collectivités, pour faire vivre des expériences à tous les enfants, les mettre sur un pied d'égalité. Et en plus, on se rend compte qu'à l'aide des technologies immersives, on peut aussi aller au-delà. C'est-à-dire que voyager le système solaire, même si on est enfant de CSP+, c'est pas toujours très accessible. C'est vrai. Et donc là, ces technologies-là permettent de le faire, et en s'appuyant en plus sur des techniques pédagogiques performantes, c'est un peu en fait ce qu'on a essayé de recréer, c'est la sortie scolaire idéale, celle qu'on aurait rêvé de vivre nous en tant qu'enfants. Ouais. On s'est dit on va essayer de la faire pour qu'un maximum d'enfants puissent les vivre. Les photos sont aussi l'entrée de l'émotion, et l'émotion, vous le dites au début du livre, moi je m'en méfie un petit peu, en matière d'histoire, ça ne peut pas être la porte d'entrée de l'histoire, ça paralyse, ça sidère. Oui, alors je suis d'une génération où dans les cours d'histoire, moi mes professeurs me montraient Nuit et brouillard, le documentaire de René. René, documentaire de 56, où là effectivement la musique, le discours et les images font qu'on est pris dans un tourbillon d'émotions. Et quand j'ai été professeur à mon tour, je me suis posé cette question, est-ce que c'est un bon point de départ pour faire de l'histoire ? Et je ne croyais pas effectivement que c'était un bon point de départ. Bien rattrapé, voilà. Monsieur le professeur. Puisque effectivement, c'est ce que j'ai appelé un parasite. C'est comme l'histoire doit être une science objective, il faut effectivement se détacher le plus possible des parasites, y compris quand on l'enseigne, pour ne pas parasiter à son tour la transmission. Et c'est pour ça que j'ai mis les émotions de côté pendant très longtemps. Là commence une quête intime, une quête historique, géographique aussi, autour de ce territoire de l'Ardèche où ça se situe. Vous allez tenter de retracer les derniers mois de Georges, ce qui se passe entre cette arrestation et son décès à l'hôpital Tenon. Il y a quand même une des premières dimensions du livre, parce que j'y insiste vraiment, un livre de réflexion sur qu'est-ce que l'histoire, c'est d'interroger une des sources de l'histoire, le témoignage, ici la mémoire familiale. Oui. Et souvent, d'ailleurs, les enfants en primaire, on commence par là. On leur dit, va interroger papy, mamie, demande ce qui s'est passé. Exactement. Et y compris jusqu'aux années universitaires, parce que moi, à l'université, on m'avait demandé de faire ce travail également. Donc, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose que, parfois, les élèves ou les étudiants continuent à faire, d'interroger les parents, les grands-parents qui sont encore en vie. Et paradoxalement, je l'avais jamais vraiment fait de mon côté. Qu'est-ce qui vous fait douter de la véracité de l'histoire qu'on a pu vous raconter sur Georges ? Tout simplement parce que cette histoire tient uniquement en quelques témoignages et 2 photographies. Or, on m'a toujours appris que pour fabriquer l'histoire, pour l'enseigner, la transmettre, c'est comme le journalisme, il faut croiser les sources. Il faut croiser les sources. Donc, il fallait à tout prix que je trouve d'autres sources. Edith, vous avez évoqué les vestiaires collectifs. Ça reste une épreuve, voire un supplice ? Oui, ça reste, mais ça reste pour dans l'entre-soi des corps sociaux d'ailleurs, puisque les filles sont entre elles et les garçons sont entre eux. Mais c'est aussi la question de la tenue vestimentaire. Il y a plein d'injonctions sur le corps des filles qui sont liées aussi à ce qui se passe dans un établissement scolaire, c'est-à-dire le sport et l'endroit où finalement on va rejaillir des problématiques qu'on a inscrites dans des espaces de vie collectifs des jeunes. Je pense par exemple au règlement intérieur sur les tenues vestimentaires des filles. Où à un moment donné, elles sont dans l'interdit de porter, j'en sais rien, des shorts, des petits t-shirts, etc. Et finalement, c'est ce qu'elles doivent adopter comme tenue dans l'activité d'EPS. Et c'est problématique parce que ça n'a pas été travaillé dans la relation. Donc, toutes les injonctions, les corps des filles sont évalués, quoi. Ils sont évalués, et même dans la pratique sportive. C'est pas un corps sportif qu'on voit, c'est d'abord un corps de filles. Voilà. Alors c'est vrai que vous proposez des expériences immersives et interactives, mais l'école en France reste encore très attachée aux méthodes plutôt traditionnelles. Comment donc vous arrivez à convaincre ces établissements scolaires justement de passer au numérique, et notamment via des dispositifs comme le vôtre ? Ouais, en vérité, on sent qu'il y a quand même un attrait assez fort. Nous, ce qu'on vend, c'est finalement pas une technologie, c'est plutôt une expérience. Ouais. La technologie est un moyen de réaliser cette expérience, mais on n'a jamais mis en avant le fait qu'on avait telle ou telle technologie super high-tech. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de faire vivre une sortie scolaire.
Et donc, de ce point de vue-là, pour les enseignants, si on leur montre que dans la conception, on a mis tous les meilleurs efforts et on a impliqué les bonnes personnes pour créer quelque chose qui a une vraie plus-value pédagogique, et qu'ensuite on les prévient sur le déroulé de sorte à ce qu'ils ne se retrouvent pas dos au mur à devoir assumer quelque chose qu'ils ont pas, sur lequel on ne les a pas préparés. C'est-à-dire que vous les formez aussi en amont? En fait, on met à disposition un kit pédagogique en amont, qui est un petit livret qui explique ce qui va se passer pendant la séance immersive, sachant qu'en fait l'enseignant ensuite a la possibilité de s'impliquer, et nous on avait à cœur que l'enseignant reste au centre du dispositif, mais c'est pas plus compliqué que de montrer une vidéo de C'est pas sorcier par exemple. C'est-à-dire que l'enseignant a la possibilité de mettre pause pour étayer quelque chose parce que personne connaît mieux les élèves que leur enseignant, et donc s'il est nécessaire à un moment, s'il voit qu'un ou deux élèves ont tendance à décrocher ou à pas saisir un point, pause et on renforce. Il y a aussi dans chacune de nos expériences, il y aura une étape de recueil de conception initiale. Donc on aime bien mettre les enfants dans une démarche scientifique, ou en tout cas une démarche d'exploration, de formuler des hypothèses. Donc là, c'est l'enseignant évidemment qui est le mieux placé pour recueillir ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas sortir l'enseignant de sa posture d'enseignant. On sait aujourd'hui que c'est ce qui rend les enseignants les plus heureux, c'est de transmettre les apprentissages. Donc ça, nous, on a envie de s'engouffrer là-dedans et de leur donner juste les moyens de le faire dans les conditions rêvées. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, à la réalisation ce soir, Angèle Jean-Girard, au son, Héloïse Merlin, maquillage, Laure Eudemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Demain, ce sera Loïc Landreau qui sera aux commandes de l'émission. Et moi, je vous retrouve vendredi. Très bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.